Voilà, bonjour Henri Yambonnet. Bonjour Carole Olayi, heureuse année à vous. Ça fait la première fois qu'on se retrouve. Depuis le début de l'année, ça oui. C'est vrai. Donc je vous souhaite bonne année. Une pleine année, beaucoup de santé. Merci. Pour promotion et élévation aussi. Bon, Moïse, je l'ai rencontré déjà. Je crois Non. Non, pas encore. D'accord, ok. Je vous retiens les mêmes vœux aussi. Merci. Alors, je dirais tout simplement vœux réciproques. Une très belle année à vous, Henri. Merci. Yambonnet. Alors, nous allons poursuivre. Bonjour Moïse Novillon. Bonjour Carole et bonjour également au grand frère que je vois également pour la première fois cette année. Je lui réitère les mêmes vœux de santé, de succès et surtout de réussite dans les différentes initiatives. Alors, quel est le sujet à aborder ce matin? Il s'agit toujours des élections législatives et communales de 2026. Alors, il y a la boussole qui titre ce matin « Législative 2026 vers un Parlement à deux géants ». Vers un Parlement à deux géants. Grâce à la complicité de Montréalo, nous allons retrouver la une ce matin. UP et BR écrasent LD, FCBE et Moël Bénin. Alors, ma toute première question sur ce plateau, quels sont les facteurs institutionnels et électoraux qui expliquent la montée en puissance de ces deux partis? Est-ce qu'il faut parler de montée en puissance quand il faut évoquer par exemple l'UPR? L'UPR est déjà... Je pense que c'est peut-être une confirmation pour l'UPR. On l'avait déjà reconnu et identifié comme le plus grand parti du pays. Donc, ce parti-là est en train de confirmer en réalité son statut, à mon avis. Mais effectivement, il y a quand même montée en puissance. Il ne faut pas balayer cela du revers de la main d'emblée, parce qu'effectivement, davantage avec bien sûr tout ce que l'on est en train d'apprendre pour l'instant, et c'est purement dans l'informel, c'est-à-dire des indiscrétions par rapport aux compilations des formations politiques qui arrivent ça et là au compte. On profite de l'occasion, c'est dans quelques heures. Voilà. La Sénat doit donner... Justement, on attend les grandes, l'annonce des grandes tendances par la Sénat, la Commission électorale nationale autonome dans quelques heures, c'est-à-dire dans cette journée de jeudi. Et donc effectivement, il sera peut-être un peu tôt de confirmer d'emblée ce que le confrère a titré, mais évidemment, par rapport à tout ce qu'on a pu entendre jusque-là et dont on est en train de se servir, bien sûr, pour pouvoir faire nos observations ici et nos débats, effectivement, ces partis-là ont confirmé leur statut, et mieux d'ailleurs, le parti qui a d'ailleurs fait beaucoup plus de bancs, il faut parler en termes de progression, surtout c'est le BR, avec ce que nous sommes en train d'apprendre. Le BR a fait énormément de percées dans beaucoup de localités, dans beaucoup de circonscriptions, comparativement bien sûr aux résultats ou bien à ce qu'on a pu observer en 2023 lors des élections législatives, effectivement. Et donc, monter en puissance, c'est vrai, ces formations politiques-là, qui se revendiquent d'ailleurs de la majorité présidentielle, ont confirmé leur statut de plus grand parti politique du pays. Et évidemment, le confrère va plus loin en parlant de ces partis-là qui auraient écrasé la concurrence, c'est-à-dire les démocrates, en passant FCBE et également Moël Bénin. Et effectivement, on n'attendait pas beaucoup les autres formations politiques. Il faut avoir l'honnêteté, le courage de le dire tout de suite. On attendait évidemment un peu les démocrates, parce que c'est la plus grande formation politique de l'opposition à partir des résultats et des dernières configurations par rapport aux dernières élections, bien sûr. Et donc, on attendait un peu plus les démocrates, et apparemment, on ne sera pas satisfait, ou alors les militants ne seront pas très satisfait au regard, bien sûr, de tout ce qu'on est en train de voir par rapport aux premières observations directement issues des compilations au niveau des postes de vote. Donc, il reste que les institutions puissent confirmer les observations. Effectivement, Moël Bénin et FCBE, c'est les petits poussins, si on peut le dire ainsi. On s'attendait quand même à ce que FCBE, au regard de ce que le parti a pu démontrer, surtout en ce qui concerne la validation des dossiers pour la participation aux différentes élections en perspective, la présidentielle,
à l'élection présidentielle en perspective. Là, on vient de passer les législatives et les communales. Le parti a quand même pu satisfaire aux exigences des institutions. Donc, on s'était dit qu'il y a une certaine organisation et une certaine remobilisation après le fiasco de 2023. Et donc, le parti devrait faire davantage mieux dans les urnes. On attend que les résultats puissent arriver, mais on reste quand même sur notre fin par rapport à ce qu'on est en train d'apprendre ça et là à partir des compilations. Ça dit qu'on s'attendait à mieux. Surtout, on s'attendait au regard du calme qui a régné dans la formation politique. Il n'y a pas eu, par exemple, des soucis, des problèmes d'ego comme il y en a eu au sein de la formation politique, les démocrates. Et les choses se sont passées calmement, tranquillement. Et ils avaient également eu le temps d'être sur le terrain et plus sereinement depuis longtemps. Donc, on s'attendait effectivement à les voir dans au même niveau, par exemple, même si ce n'est pas forcément au même niveau, mais quand même très proche de la performance d'un BR, par exemple. Et donc, on pourrait rester sur notre fin quand les institutions vont finir par donner les statistiques officielles, les informations officielles. Donc, effectivement, écrasé, je ne répète pas d'emblée, mais effectivement, il y a quand même matière à ne pas être tout à fait satisfait des autres formations politiques en dehors de l'UPR et du BR. Alors, Henri Nyambodé, en quoi la réforme du système partisan a-t-elle influencé cette configuration? Mais non, il faut dire que le système partisan a permis de réduire les petits poussins, comme disait Moïse, et donc ça a permis à ces deux formations politiques que vous avez, que vous rappelez, la UPR et BR, donc de s'imposer. Parce que d'abord, il faut dire, au lendemain du système partisan, de ces réformes-là, le BR donc, a eu des élus communaux, également des élus parlementaires, et donc il y a eu une implémentation, il y a un ancrage de ces formations politiques-là sur le territoire national. Ça leur a permis également donc, de s'imposer. Vous savez que c'est des formations politiques dont sont de la famille présidentielle, donc bénéficient du bilan du président Patrice Talon. Forcément, donc c'est un appui également pour ces deux formations politiques, surtout quand on est au niveau des élections législatives. Et ces deux formations politiques également, il faut le dire, ont travaillé à se faire accepter par les populations grâce à des ténors qui sont un peu tapis un peu partout donc, sur le territoire national. Mais au niveau communal, il faut dire que c'est à ce niveau-là où les gens ne sont pas peut-être acceptés. C'est des formations politiques. Quand vous prenez des localités où le BR donc, a émergé sérieusement, parce que tout simplement, c'était UPR qui était au pouvoir, dans la gestion de la commune, peut-être de la municipalité, les gens se sont dit, écoutez, avec ce que vous avez fait là, on ne peut pas encore vous accorder notre confiance, donc il faut qu'on renouvelle notre confiance à d'autres formations politiques. Dans certaines zones, oui, l'UP donc a été écrasé, il faut utiliser donc le thème. Je ne veux pas parler donc de Mouel Béné, de FCBE et des démocrates. Démocrates, on sait ce qui s'est passé. Les candidats n'ont pas véritablement mouillé le maillot. Quand on prend la 6e circonscription électorale, à peine on a vu donc le cortège, le meeting de ces candidats LD. Parce que peut-être découragés, parce que se disait que bon, avec l'histoire des 20%, est-ce qu'on pourra y arriver? Du moment où déjà de l'autre côté FCBE s'est allié avec les deux formations politiques pour signer un accord de gouvernance et un accord de coalition, ce qui dit que eux autres, ils se disent que c'est difficile pour eux donc de faire les 20% dans les circonscriptions électorales. Donc il y a eu ce découragement-là qui est constaté, mais également il y a eu de côté des citoyens qui ont dit bon ok, prenons la revanche donc de LD. Je prends un bureau de vote comme le PP à Kassatoumou, LD à PC, malgré qu'il n'y a eu aucun candidat qui est venu dans la zone pour dire votez pour moi ou prenez-moi. Mais dans les unes, il y a les citoyens qui ont dit bon écoutez, il faut qu'on accompagne cette formation politique-là. Et donc l'analyse peut être à un moment donné bénéfique pour une formation politique. Mais de toute façon, on sait que UPR et BR sont de la même formation, de la même famille politique. Ça leur a permis d'avoir cette montée en puissance dont vous parlez. Et les facteurs, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est le système partisan qui leur a permis d'absorber les petits
partis politiques. Il y a également le bilan du président Patrice Talon qui lui a permis également, parce que quand ils vont sur le terrain, qu'est-ce qu'ils disent? Nous avons fait telle chose. C'est sur appuyé donc sur le bilan du président Patrice Talon. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette montée en puissance du parti, les deux partis de formation politique. Alors, comment la domination de ces deux partis peut-elle contribuer, Moïse Nonvillon, à la stabilité gouvernementale, s'il s'avérait que ces statistiques se confirment dans les heures à suivre par l'institution qu'est la Sénat? On était déjà dans un esprit de continuité. Et donc, si ces deux formations politiques s'imposent... Continuité. Pas continuité. On était déjà dans un esprit de continuité. Le mot continuité est déjà suffisamment répété pour dire que, bien évidemment, la rupture, le régime de la rupture va pouvoir se renouveler, bien sûr, à la tête du pays, à travers, bien sûr, l'unité observée autour de la candidature unique désignée par tout ce groupe-là qu'on appelle la majorité présidentielle, c'est-à-dire les deux formations politiques essentiellement qui sont en train de s'imposer au regard des premières observations dans ces élections-là. Et donc, si les institutions finissent par les confirmer, comme évidemment les deux ayant véritablement le plus percé, et donc avec le plein pouvoir de pouvoir contrôler le Parlement des oreilles jusqu'aux pieds, comme on le dit, et ça veut dire qu'en réalité, le gouvernement de la rupture dans l'approche de la continuité est beaucoup plus, davantage enracinée. On ne va pas peut-être avoir de difficultés à faire observer que ça va être une stabilité, je sais pas, une rigidité d'éléphant, c'est-à-dire que le pouvoir va davantage mieux s'enraciner et qu'il va avoir peut-être moins de difficultés à affronter en termes bien sûr politiques pour pouvoir dérouler les plans du nouveau président, c'est-à-dire de l'exécutif qui va s'installer à partir de 2026. Mais qu'en sera-t-il de l'efficacité législative? Oui, avant même d'en arriver à l'efficacité législative, il faut déjà faire observer qu'on entre également dans une phase de trêve politique. C'est vrai que ça a été expliqué, ça a été détaillé. La trêve, ce n'est pas absence d'activité politique, ce n'est pas absence de critique ou bien absence de débat. Mais dans l'esprit quand même de la trêve, il y a certaines pratiques qui vont forcément être réduites. Et donc si on ajoute cela à la superpuissance de ces deux ogres-là qui sont en train de s'imposer encore dans les urnes, donc le pouvoir d'office est totalement à l'aise pour dérouler son plan. Maintenant, évidemment, vous évoquez la question de l'efficacité. Il faut espérer, parce que si on a fait ces réformes, notamment les réformes du système partisan et la réforme constitutionnelle qui a pu quand même imposer la question de trêve que je viens d'évoquer là, par exemple, c'est parce qu'on a mis en avant l'efficacité, justement. On a besoin d'une certaine tranquillité autour de l'exécutif. On a besoin de l'union de tous les enfants du pays, que ce soit des acteurs politiques ou non, autour des actions du gouvernement. Ce n'est pas moi qui le dis, je suis en train de répéter, pas forcément mot pour mot, mais j'essaye de paraphraser les arguments qui avaient été avancés pour plus d'efficacité, pour plus de réalisation, pour le développement surtout. Le chemin que le Bénin est en train de tracer avec sa démocratie et pour sa démocratie, c'est le chemin du développement. Et on ne peut pas dire qu'on n'en voit pas des marques, qu'on n'en voit pas des signes, mais on va espérer effectivement que cela puisse effectivement donner lieu à de l'efficacité. Il sera difficile pour nous ici de trancher sur le fait que effectivement, si les choses finissaient de cette façon-là, que ça va être l'action du gouvernement sera davantage, pas forcément l'action du gouvernement, l'action de tout l'appareil, à la fois l'exécutif, le législatif, etc., va être véritablement efficace. Et ce n'est pas une première en plus. En 2019, on a déjà eu un Parlement d'où il n'y avait pas... Qu'on traite de monocolore. Voilà, qu'on a traité de monocolore tout le temps. Ça n'a pas empêché quand même qu'on puisse obtenir un certain nombre de progrès, notamment de la célérité dans la prise des lois, de la célérité dans les décisions également, puisque s'il y a de célérité du côté de l'exécutif pour pouvoir prendre les lois et donc donner de quoi
à ce que l'exécutif puisse dérouler son plan. Ça veut dire qu'effectivement, sur la chaîne, il y a une certaine célérité, il y a une certaine efficacité par rapport à l'action du gouvernement. Vous savez, les politiciens, ayant passé beaucoup de temps à se disputer les intérêts et la façon de gérer le Parlement, ne nous ont pas habitués à voir les choses sous l'angle que nous sommes en train de voir, qu'on a vécu entre 2019 et maintenant. Donc, on peut peut-être supputer, on peut peut-être se dire qu'effectivement, que ça ne va pas rater et que l'exécutif qui va s'installer avec la complicité, bien sûr, de cet appareil législatif, le soutien et le concours de cet appareil législatif, va pouvoir nous donner encore un peu plus de résultats, davantage que ce que nous avons pu observer. Le calme parlementaire et le soutien parlementaire dont le président Patrice Talon a joui sur pratiquement tout son mandat, il faut le dire ainsi, lui a donné de la tranquillité pour pouvoir avoir le courage et l'audace d'aller sur des chantiers d'envergure. Donc, il n'a pas eu à essuyer en tant que tel beaucoup d'affronts, beaucoup de remous, voilà, que ce soit pour les travailleurs, de réaction. Voilà. Donc, on peut supposer que ça va davantage, que ce climat-là et cette situation va davantage profiter à l'exécutif qui va s'installer prochainement également dans la continuité de la logique de ce qu'on a observé ces 10 dernières années. Henri Yambodé, je poserai la question autrement. Quels sont les avantages d'un Parlement dominé par deux forces politiques soutenant les actions du gouvernement? Et qu'en sera-t-il de l'efficacité législative au Parlement? Loi votée sans débat approfondi. Aucune difficulté. C'est le premier avantage. Mais il y a affaiblissement donc, du débat démocratique, il y a le quasi-inexistant du contrôle parlementaire. Il ne faut pas oublier, quand Moïse dit c'est la continuité pas dans ce sens-là, parce que là, vous vous rappelez, oui, c'est vrai que le Parlement monocolore qu'on a vécu en 2018, ça a permis donc, au président Patrice Talon d'accélérer les réformes. Oui, c'est sous ce Parlement-là où il a fait voter donc, des lois, même qui ont profité donc, au pays. Vous avez parlé tout à l'heure donc, de la loi sur la grève et bien de choses. Mais ça n'a pas donné une bonne image au pays. Et au soir donc, du code électoral, le Parti des démocrates avait alerté sur le fait qu'en 2026, si on ne sait pas faire en 2026, on aura le même Parlement. Et c'est ça. Et ce n'est pas bon que le prochain président qui va s'installer va commencer avec un Parlement qui sera d'une seule voix. C'est ça, puisque si on tend vers ce Parlement à deux géants, les deux géants c'est BR et UPR. Tout à fait. Donc il n'y aura pas un débat démocratique approfondi, il n'y aura pas, le Parlement ne va plus jouer son rôle de contre-pouvoir, le contrôle de l'action gouvernementale qui est dévolu, ce rôle-là qui est dévolu donc au Parlement ne sera plus joué. On se rappelle que quand il y avait ce Parlement monocolore, il y a tout roulait sur des roulettes sans qu'il n'y ait pas de soucis. Mais il faut quand même un contre-pouvoir aujourd'hui pour que le président, l'exécutif va s'installer sur des sujets donnés qu'on mène le débat. Et vous avez vu la présence des démocrates lors de la législature qui est en train de finir là. On a vu que le débat a été relevé sur des questions données, sur des questions que doivent se poser les citoyens, sur telle chose, telle réforme. Les démocrates étaient là pour répondre, donc pour poser des questions. Donc, on n'aimerait pas que ça vienne, mais avec les tendances que nous avons aujourd'hui là, qui sont en train d'annoncer, c'est qu'on tend vers ce Parlement-là. C'est vrai qu'on dira, ça ne fait pas du mal au pays, mais quelque part, ça a ses conséquences. C'est que l'affaiblissement, on constatera l'affaiblissement du débat démocratique au sein de ces formations politiques. Qui, parmi, en son temps, oui, on avait dit que les billets sont de la majorité, de la minorité, et que l'UP était de la majorité. Mais est-ce que véritablement les billets ont joué le rôle qui revient à la minorité, qui est de contrôler l'action gouvernementale? On entendait quelques actions, oui, pour montrer que, oui, on est en train de jouer ce rôle-là, mais en réalité, c'est pas ça. C'est vrai que sur le terrain, quand on prend les communales, ça a montré vraiment aux politiques que l'UP et le BS, c'est vrai qu'ils relèvent de la même famille politique, mais ils ne sont pas ensemble quand il s'agit des communales. Parce qu'il y a eu un intérêt qui est en jeu là, les uns et les autres, bien sûr, ont leur stratégie de campagne, et les citoyens ont compris que
il faut telle personne à la place de telle personne. Je ne veux pas vous donner des exemples parce qu'il y a eu des razzias dans les localités, même à côté de vous. Mais au niveau législatif, je ramène ça à ce niveau-là. Au niveau législatif, on ne peut pas comprendre que les mêmes formations politiques qui sont de la même famille politique se retrouvent à l'Assemblée nationale. Et c'est l'une des conséquences du code électoral voté dans cette disposition qui précise qu'on doit, pour soulever les sièges, il faut 20% dans les circonscriptions électorales. Et LD, à cette allure-là, LD ne trouvera pas. Quand vous allez à Parakou et dans le nord Bénin, pour ne pas les citer ces localités, le LD a fait des PC, d'accord, mais quelques endroits. Mais ça ne suffit pas pour soulever des sièges. Et là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, ça n'a aucun avantage. Pour moi, ça n'a aucun avantage parce que ce sera pas tant l'affaiblissement du débat démocratique, ce sera pas tant le contre-pouvoir. On va rouler sur les roulettes. Et c'est vrai, le président qui va venir va peut-être surfer sur ça pour dérouler ces réformes. Alors Moïse, quel risque cette bipolarisation comporte-t-elle pour le pluralisme politique au Bénin et la démocratie? Non, mais je vais peut-être, avant, puisque les questions sont liées, je vais peut-être revenir sur l'intervention de Henri, voilà, pour relever que, en fait, évidemment, ça ne veut pas dire que s'il n'y a que le BR, par exemple, et l'UPR, par exemple, au Parlement, on n'est pas encore dans ce schéma, on n'est pas encore dans ce cas de figure parce que les institutions n'ont pas encore communiqué les résultats. Oui. Voilà. Maintenant, si cela devrait advenir, si cela devrait arriver, je ne pense pas que le procès puisse exister. Je pense que le débat, il y a toujours eu un débat. Le débat qu'il y a eu, c'est le débat qu'il n'y a pas eu surtout. C'est le débat surtout parfois des invectives, c'est le débat surtout parfois du ton que l'on lève. Sinon, il y a toujours eu un débat. Et nous, en tant que citoyens, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas observé que le Parlement de 2019 a permis quand même au pays de faire un peu de progrès sur certaines questions majeures, notamment en favorisant d'ailleurs certaines réformes, surtout en termes de réformes de système partisan, de réformes politiques majeures qui sont en train de nous conduire à tout ce que nous avons observé ces dernières années, en termes de comportement à la fois des acteurs politiques, mais également en termes de progrès socio-économique. Il faut quand même reconnaître à ce Parlement que nous avons traité de Parlement monocolore cette prouesse-là, cette disponibilité, cette disposition d'esprit qui a permis effectivement au président de la République d'avoir les mains libres de la tranquillité. À une certaine époque dans notre pays, il était difficile pour le chef de l'État de pouvoir respirer, se reposer véritablement et être concentré sur les actions de développement sur un mois. Chaque 2 semaines, chaque 3 semaines, il faut renouveler les mouvements de grève, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de la justice, que ce soit dans le domaine de l'éducation. Et le pays était en ébullition tout le temps. Et donc, les actions, les réformes conduites par la 9e législature on a traité de Parlement monocolore ont permis de conjuguer tout cela, de conjuguer tout cela au passé, de revoir le fonctionnement à la fois de l'appareil politique du pays, mais également de l'appareil socio-économique et donc d'impacter positivement sur le développement du pays. Et on ne peut pas en arriver là s'il n'y a pas eu de discussion, s'il n'y a pas eu de débat. Nous devons comprendre qu'en réalité, nous sommes en train de quitter une façon de faire vers une autre façon de faire. Et donc, est-ce la meilleure façon de faire? Je ne sais pas si je suis... Est-ce que toutes les couches socio-professionnelles seront représentées? Permettez-moi d'aller au bout, s'il vous plaît. Je ne sais pas si je suis qualifié pour dire si nous sommes en train de bien faire ou pas. En tant qu'analyste politique? Oui, je ne suis pas... Et j'insiste là-dessus, je ne sais pas si je suis très bien placé pour trancher sur le fait que est-ce que c'est bien. Par contre, j'observe. Ce que j'observe, c'est qu'effectivement, entre 2019 et maintenant, les actions surtout du Parlement que nous avons traité de monocolore ont permis quand même de conjuguer certains tares, des vices qui existaient quand même et que nous avons tous dénoncés, que nous avions tous observés, de les conjuguer au passé et de permettre à ce que le pays puisse faire quand même un progrès significatif sur certains plans. Ça, ce n'est pas à dénier. Maintenant, même quand les démocrates sont arrivés au Parlement en 2023, sauf rejeter par exemple les rapports d'activité du président du Parlement et refuser de voter
le budget, il n'y a pas eu véritablement d'influence. Le débat relevé dont on est en train de parler. Non, attention, s'il vous plaît. Attention, le débat relevé dont on est en train de parler. La présence des LD au Parlement de 2023 a fait relever le débat. Il y a eu le débat relevé dont on est en train de parler. On va s'écouter sur ce plateau. Oui, on peut dire, oui, on peut mettre ça. C'est normal pour eux de ne pas voter cette loi. Mais ça a permis de relever le débat politique. Il faut le reconnaître. Vous ne m'avez pas permis d'aller au bout. Je veux mettre l'accent. Vous avez dit que non, on n'a pas, à part qu'ils ne votent pas. Oui, à part qu'ils ne votent pas. Le budget, non. Je ne suis pas en train de dénier aux démocrates leur présence au Parlement. Je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas le droit d'être au Parlement. D'ailleurs, ce n'est pas en réalité. Il faut situer les responsabilités. Donc, vous voulez parler de l'efficacité, de leur efficacité. Oui, je veux parler de leur efficacité. De leur efficacité. En 2019 bien sûr. Et 2023. Et je vais relever leur efficacité. 2019 et 2023. Oui, oui. Et en 2023, vous avez dit que la présence des démocrates n'a rien apporté de façon significative. Ce n'est pas... Alors que la présence des démocrates, les démocrates a porté suffisamment, a renforcé le débat démocratique. Vous avez les questions sensibles. Au niveau des questions sensibles, les démocrates ont réagi. D'accord? Ça a permis aux citoyens de comprendre que oui, on ne peut pas rouler sur les lettres. Il y a d'autres choses. Vous savez, comment les démocrates se sont retrouvés en 2023 au Parlement? C'est la revanche populaire. Quand pour les élections de 2023, les démocrates ont été propulsés par les citoyens parce qu'ils ont décréé le fait qu'en 2019, qu'il n'y ait pas une voix qui soit une voix dissonante ou dissidente au pouvoir. Et c'était l'inédit dans l'histoire politique, Béni-Marty. Vous le savez. Bien sûr. Voilà. Oui, alors, tous les acteurs, nous tous on est unanimes. Je veux mettre, en fait, relever le débat dont Henri est en train de parler. Et évidemment, il n'a pas pu aller sur des exemples tangibles. Relever le débat en réalité, c'est juste dire nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Et nous ne sommes pas d'accord là, au quotidien, les compatriotes, au quotidien, les citoyens ont la possibilité de dire nous ne sommes pas d'accord. En réalité, les démocrates, même quand ils sont allés au Parlement, les actions qu'ils ont annoncées, parce que c'est à ce niveau qu'il faut surtout faire l'évaluation. Il ne faut pas faire l'évaluation par rapport à nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Vous voyez, c'est très aisé de dire nous ne sommes pas d'accord et de répéter nous ne sommes pas d'accord tout le temps. Mais il faut avoir la capacité, la possibilité également de poser des actes. Les sujets annoncés, les projets annoncés en 2023 pendant les campagnes pour pouvoir prendre les 28 sièges que les démocrates ont pu obtenir. L'heure du bilan est arrivée, on n'a qu'à faire le point pour voir combien de progrès ils ont pu réaliser par rapport à ces idées-là annoncées, à ces idées-là avancées, pour qu'aujourd'hui, en 2026, on en soit à une élection législative où l'UPR et le BR semblent en train de leur damer le pion sur le terrain électoral en plus. Donc, parce que quand Henri fait observer qu'effectivement, il y a eu la revanche populaire en 2023 qui a permis aux LD d'être au Parlement, les LD ont été au Parlement et leurs actions ont été tellement efficaces qu'en 2026, maintenant, une élection législative se représente qu'il est difficile pour la formation politique, effectivement, de l'emporter. Non, la réalité est là. On peut poser le débat. On ne peut pas dire que c'est à cause du code électoral. Je suis d'accord que le code électoral n'est pas parfait. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Tous les acteurs politiques l'ont souligné. Mais il y a eu des stratégies, il y a eu des méthodes qui ont été données aux formations politiques pour essayer de se sauver un tout petit peu. Je ne veux pas faire le débat sous cet angle, mais je veux quand même faire observer que si l'action effectivement des démocrates avait été si efficace au Parlement, il ne va pas être trop facile pour les formations politiques, l'UPR et le BR aujourd'hui, d'aller sur le même terrain que cette même formation politique-là. Parce que ce n'est pas le code électoral le code électoral n'a pas empêché les citoyens de voter le 11 janvier dernier. Non. Au contraire, les citoyens ont eu la latitude et la liberté de sortir et de s'exprimer. Et donc le terrain est là pour tout le monde. Et il a été difficile pour ces acteurs-là de convaincre sur le même terrain électoral, de convaincre les acteurs comparativement aux autres formations politiques et aux autres acteurs qui étaient là. Mon très cher Moïse, oui, bien sûr. Mon très cher Moïse, les réalités sont là. De 2023 à 2026, oui, il y a eu beaucoup d'actions, d'accord, oui, qui ont profité au BR. Lesquelles? Et à l'UPR. J'ai dit tout à l'heure quand... Lesquelles? Donnez des exemples. Le bilan du président Talon a été évoqué pendant la campagne.
Tout à fait. Le bilan du président Patrice Talon a été évoqué pendant la campagne. Tout et ça a fait. reconforté Mais n'est-ce pas à juste titre, étant donné qu'ils soutiennent les actions du gouvernement? Et donc, vous êtes en train de confirmer ce qu'ils sont en train de dire. C'est-à-dire que... Attendez, vous allez me comprendre maintenant. Attendez. Oui. Quand je prends le LD, LD n'est pas... Le Parti démocrate n'a pas d'élus communaux ni locaux. Oui. D'accord? Oui. Quel est le rôle du député? Voter la loi, d'accord? Contrôler l'action du gouvernement, l'action du gouvernement, de l'exécutif. D'accord, de l'exécutif. Est-ce que les LD ont voté la loi? D'accord? Oui. Est-ce que les LD ont contrôlé l'action du gouvernement? Donc, si on va mettre dans la balance le rôle qui est dévolu à chaque député, et si on oublie le bilan du président Patrice Talon, je pense que les trois formations politiques ont des choses à se dire. Sur le terrain politique. Oui, mais les LD ont initié combien de lois? On ne peut pas aujourd'hui dire que parce que les LD n'ont pas de bilan, qu'il n'a pas été voté. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, en fait, le débat, ce n'est pas sur la présence ou non de les LD au Parlement, c'est sur l'efficacité. Je relève ce que vous avez mis en exergue un bilan. Pour vous, il faut qu'il y ait un bilan avant que... J'ai mis un bémol parce que la question c'était d'évaluer l'efficacité de la présence de voix dissonantes au Parlement. Et j'ai mis un bémol sur... On peut dire que les LD ont été efficaces lors de cette législature-là. Il faut le reconnaître. Mais ils ont été efficaces au regard de quoi? Au regard de... Nous ne sommes pas d'accord. Non, pas du tout. Ils ne sont même pas parvenus. C'est pas résumé à cela. Si c'est résumé à cela, alors... Oui, mais au regard de quoi? Sortez les éléments factuels. Si vous allez à l'Assemblée nationale, vous savez, il y a eu plusieurs interpellations qui sont restées dans le tiroir du président de l'Assemblée nationale. Je peux vous faire sortir une de la Sénat qui a montré que plusieurs interpellations du parti sont restées sans suite. Je suis d'accord. C'est-à-dire que le rôle qui est dévolu aux députés, qui est de voter la loi, ils l'ont fait. Le rôle qui est d'interpeller le gouvernement sur des actions, sur des sujets, dans les sujets sensibles, ils l'ont fait également. Donc je pense que si il faut parler de bilan, en termes de bilan, que ce soit UPR, que ce soit BR, que ce soit les démocrates, si on les met dans cette salle aujourd'hui pour dire on va voter, c'est là où les citoyens iront. Voilà. C'est ça également. Mais eux autres, ils ont profité de l'action gouvernementale, du bilan du président Patrice Talon, du bilan de... Vous savez qu'il y a des ministres qui ont sillonné, qui ont fait les campagnes. Il y a des ministres qui étaient même candidats. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit aux autres, si vous avez besoin de telle chose, votez Toulouse parce qu'ils se sont appuyés donc sur le président Patrice Talon. Si le président Patrice Talon est en fin de mandat, s'il vous plaît, les démocrates ont tellement été efficaces que le président Talon, qui est en fin de mandat, a pu faire profiter de ses actions à ses candidats, là qui se revendiquent de la majorité présidentielle. Vous voyez, vous me rejoignez en fait. Vous avez dit tout à l'heure. Je vous rejoins sur un seul point. Vous me rejoignez parce que vous avez admis tout à l'heure que les démocrates, par exemple, ont introduit plusieurs questions au gouvernement qui sont restées dans les tiroirs du président de l'Assemblée nationale. Donc ça n'a pas connu de suite. La question, c'était l'efficacité de l'action en réalité. L'efficacité. Et je disais qu'en réalité, ils n'ont eu de possibilité que de dire nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Et que dans la réalité des faits, là, vous avez résumé leur réaction. Oui, bien sûr, je résume leur réaction à cela. Et dans la réalité des faits, ils ont tenté en réalité d'obtenir que le gouvernement s'exprime. Le gouvernement ne s'est pas exprimé et ça n'a pas empêché le gouvernement de continuer de travailler, de continuer pas faire son travail. Vous n'avez pas pu dire combien de lois leur rôle n'était pas d'empêcher le gouvernement de travailler, mais de relever certaines insuffisances. Bien sûr. Ils ont joué ce rôle-là. Et à ce niveau-là, il faut leur reconnaître ça. Même si aujourd'hui, les démocrates ne seront pas retrouvés, ne seront pas représentés demain à l'Assemblée nationale, il faut leur reconnaître ce je ne leur dénie pas. Au moins, ils ont eu à travailler, ils ont eu à relever le débat politique. Il y a une question. Peut-être que vous allez repréciser la question pour qu'on puisse s'accorder sur ce qu'il faut retenir de la question. Non, la question pose, on nous demande l'efficacité. Mais ils ont été efficaces. Ils ont été efficaces dans leur rôle. Ils ont les deux rôles. Ils ont été efficaces dans Nous allons poursuivre. Apparemment, vous n'allez pas vous entendre. Non, on n'a pas besoin de s'entendre. Attention, on n'a pas besoin de se comprendre. On n'a pas besoin de s'entendre. Attention, on n'a pas besoin de s'entendre. Et je le précise, qu'ils ont été seulement efficaces dans le « je ne suis pas d'accord, je ne suis pas pour ». Et moi, je vous dis non. Je vous dis non, monsieur. D'accord, restez sur vos positions respectives et poursuivons le débat. Henri, respectons le point de vue de chacun de vous sur ce plateau. Mais continuons. Mais je dis qu'il ne peut pas résumer le rôle qui a été dévolu donc aux députés démocrates à ce rôle-là, à cela, qui est de je ne suis pas d'accord. Non, est-ce que c'est ça? Et maintenant,
s'il faut toujours rester dans la question de l'efficacité, il ne faut pas que nous puissions perdre de vue également, en tant qu'analyste, en tant qu'observateur, il ne faut pas perdre de vue également qu'il y a eu déjà un glissement. Nous ne sommes plus dans le schéma traditionnel de la Constitution de 1990. Les institutions ont connu de l'évolution. Il y a un Sénat maintenant qui est créé. En cours de création. Même si ce n'est pas encore institué, installé, il y a quand même un Sénat ce n'est pas en cours de création, il y a déjà un Sénat qui est créé. La Constitution reconnaît déjà qu'il y a un Sénat. Il y a le rôle du chef de l'État, le rôle de l'exécutif qui n'est plus tout à fait le rôle que nous l'avons pu observer jusqu'à présent. Le rôle du législateur également a quelque peu évolué. C'est peut-être là je voulais venir et Henri effectivement n'était pas d'accord avec moi sur le choix de mes mots, mais je me suis rendu compte qu'on disait pratiquement la même chose. C'est seulement le choix des expressions, le choix des mots, que c'est sur le choix des mots et des expressions qu'on ne s'accorde pas. Et donc les rôles des institutions sont en train d'évoluer. Et donc si on veut évaluer une question, si on veut apprécier une question d'efficacité, il faut peut-être laisser voir ce qui va se passer bientôt avec les nouvelles institutions et les nouveaux rôles qu'on est en train de leur conférer, de leur confier. Il faut déjà les voir à l'œuvre pour pouvoir en aval, je pense, en aval tirer les conclusions qui peuvent s'imposer. Sinon, en réalité, l'expérience de 2019 à 2023 a prouvé que effectivement il y a eu parlement monocolore et la seule chose que je l'admets en partie avec mon confrère Henri, la seule chose que l'on peut dire c'est que oui, le Bénin a présenté un autre visage en termes de démocratie. Ça, je suis d'accord, mais le Bénin a présenté un autre visage en termes de démocratie là. Est-ce qu'en réalité cela a empêché à ce que le pays puisse connaître de progrès, puisse accomplir, réaliser des infrastructures d'exception, construire des écoles, réaliser des hôpitaux, faire des routes, initier des projets d'envergure, obtenir tout ce que nous avons pu obtenir en termes de progrès par rapport aux initiatives culturelles, touristiques, etc. Non. Et donc, à partir de cet instant-là, si on n'a pas la possibilité de dire que cela nous a fait que du mal, et il ne faut pas seulement regarder le mauvais côté des choses, il faut voir également l'aspect positif de la réalité des choses. Et donc, quand je parle tout à l'heure des démocrates en disant que oui, ils ont été efficaces, évidemment, pour dire on n'est pas on n'est pas d'accord, c'est ce qui peut-être a manqué, mais a manqué de façon véhémente à la législature précédente. Ce n'est pas que ça n'a pas existé. On ne peut pas voter ces lois, on ne peut pas faire on ne peut pas prendre, on ne peut pas exécuter mettre en œuvre toutes ces réformes sans avoir fait un débat. Parce que Henri disait que le Parlement existait sans débat et que les lois passaient facilement. Je ne pense pas que cela puisse arriver, que le débat ne puisse pas se faire et que les lois puissent se voter aisément, sans débat, sans discussion, et que l'on puisse quand même obtenir les résultats qu'on a pu obtenir. Pensez-vous que dans les jours à venir ou dans les mois à venir, qu'il y aura le parti BR, par exemple, qui irait contre une décision Pourquoi vous voulez forcément qu'il y ait... Pourquoi vous voulez forcément que le BR puisse être en train de dire je suis contre? Le BR n'est pas fait obligation à une formation politique de dire je suis contre. Mais quand ça ne va pas, qui est là pour dire que ça ne va pas? Que ça ne va pas, nous bon tous, nous pour les citoyens. Oui. Parce que là, tous les citoyens ne sont pas représentés. Attendez, il faut qu'on soit clair. Le terrain électoral était ouvert à la fois à l'UPR, au BR, au LD, à Moelle Bénin et au FCBE. Le terrain électoral était ouvert à tous ces acteurs-là. S'ils n'ont pas pu se représenter au Parlement, vous n'allez pas demander au BR de venir jouer leur rôle. Ça, c'est un autre débat. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas mélanger les choses. Mais justement, c'est en cela qu'on parle d'impact. Oui, mais si l'impact que vous voulez observer, déjà sur les citoyens. Oui, je viens de vous le rappeler tout à l'heure. En 2019, où c'était FCBE dans le temps, n'a pas pu se faire représenter au Parlement. Effectivement, on a dénoncé, nous avons tous dénoncé, effectivement, il n'y a pas eu une voix dissonante au Parlement. Mais le bilan est là. Et c'est sur la base de ce bilan-là que ces mêmes acteurs du BR et de l'UPR, parce que c'est les formations politiques qui sont nées des réformes, bien évidemment, de la 9e législature monocolore-là, c'est sur ces mêmes bilans-là que ces acteurs-là sont en train de compétir sur le même terrain que les acteurs qui ont été efficaces en 2023 et dont Henri est en train de parler. Regardez vous-même, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire le débat sous ce vocable-là et ne pas voir le bon côté des choses. C'est les acteurs qu'on a dit, ils étaient seuls. Ils ont conduit les débats sans... ils ont conduit les lois sans débat. Ils n'ont pas débattu
lecture en profondeur, il n'y a pas eu de contestation, etc. C'est eux qui ont produit des lois, qui ont permis de poser des actions, qui ont permis à l'exécutif de poser des actions. Et les actions de l'exécutif leur servent maintenant d'argument pour aller compétir avec des personnes qui, à un moment donné, se sont retrouvées au Parlement, qui ont dit, qui ont contesté, mais qui ne sont pas en train de parvenir à les battre. Mais cette réalité renforce-t-elle la confiance des citoyens dans les institutions? Les citoyens sont confiants dans les institutions pour renouveler le mandat aux personnes qui ont permis aux institutions de fonctionner. Tout est là, c'est factuel. Henri Yambonnet, répondez à cette question. Chaque exécutif, dès qu'il y a le Parlement, travaille à avoir une majorité parlementaire. Oui. Et cette majorité parlementaire leur permet donc, leur donne l'atout, d'accord, de voter les lois et d'accélérer les réformes, le plan d'action, surtout quand il s'agit bien sûr de passer à la réforme. C'est vrai que, oui, vous pensez que, mon cher Moïse, vous pensez qu'avec bien sûr le Parlement de 2019, il y a eu beaucoup d'avancées, il y a eu beaucoup de performances qu'on a enregistrées au Bénin. Oui. Vous avez oublié peut-être qu'avant 2019, le Parlement qui était là a permis également au président Patrice Talon, bien sûr, de faire des performances, malgré que ce Parlement n'était pas monocolore. Mais l'inexistence d'une formation politique relevant de l'opposition a fait qu'à un moment donné, le débat n'était pas relevé. Je le reprécise. Le débat n'était pas ce que ça doit être. Et donc, je parle de l'affaiblissement du débat en absence, bien sûr, de l'opposition. Permettez-moi de vous mettre à l'aise. Oui. En fait, cela, je suis d'accord avec vous. Ça nous peine en tant que citoyens, ça nous peine, nous tous, de ne pas retrouver une formation politique comme les démocrates, par exemple, à l'Assemblée. C'est ce que je touche. Oui, ça nous peine, mais en réalité, la responsabilité. Le rôle qui revient. Oui, je suis d'accord avec vous sur ce point. Mais vous avez oublié un aspect. C'est que le Parti démocrate aujourd'hui, quand on prend de 2023 à 2026, le Parti démocrate n'a que des élus à l'Assemblée nationale. Oui. Et le rôle de ces élus-là, c'est de voter les lois et de passer à l'action de contrôler l'action du gouvernement. Oui. D'accord? Contrairement aux autres formations politiques qui ont des élus au niveau municipaux et également communaux. Quand je prends par exemple la commune d'Abomey-Calavi, où c'est l'UP qui a dirigé la commune d'Abomey-Calavi, qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce qu'ils disent? Nous sommes de la formation, nous sommes de la famille politique, d'accord? Et donc tout ce qui se fait là, c'est parce que nous sommes de la famille politique que vous avez bénéficié de ces voix, de cela, d'accord? Mais sur le terrain, le Parti des démocrates ne peut pas dire ça. Ne peut pas dire parce qu'il n'a pas contrôlé peut-être une mairie, n'a pas contrôlé une commune, n'a pas contrôlé une localité. Et donc, le bilan se résume à ce que nous allons faire. Ce que nous allons faire, d'accord? Mais vous avez dit ça, qu'en tant que citoyen, on est peiné de ne pas avoir une formation politique qui ne relève pas de l'opposition à l'Assemblée nationale. Donc vous êtes d'accord avec moi que l'idéal serait qu'on retrouve à l'Assemblée nationale une formation politique qui relève de l'opposition pour relever un peu le débat, pour qu'il y ait au moins une petite crainte. Dès qu'on veut faire une loi, on dit attention, nous avons en face de nous une formation politique qui peut relever le regard critique. Le regard critique. C'est tout. Et c'est ça, c'est ce que je dis. Maintenant, vous avez résumé peut-être l'action de LD. Ah, je ne suis pas d'accord, Non, non. On peut pas en résumer ce que l'existant, le séjour au Parlement à cela. C'est vrai que aujourd'hui, ils ont des difficultés. Difficultés émanant bien sûr du code électoral et ils ont toujours alerté ça pour dire qu'il sera difficile pour les formations politiques de relever. Avancer ou recul démocratique alors? À quel niveau? Par rapport à ce Parlement que nous allons observer à la suite de la confirmation. Je mets les gants. Oui, parce que on n'a pas encore les résultats. Mais je dis au cas où. Non, attendons qu'on ait et on va dire si c'est un recul ou pas. Parce que, oui, quelque part, il a dit que dans justement, 2019, je dis au cas où cette tendance se confirme dans les heures à suivre. Au cas où, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y aura affaiblissement du débat au Parlement, il y aura inexistant, si vous voulez, quasi inexistant, donc du contrôle de l'action du gouvernement. Avancée ou recul démocratique. Donc, à ce niveau-là, bon, oui, mais on évolue avec notre... Avancée ou recul démocratique. On évolue avec notre modèle démocratique défini par le président Patrice Talon. Donc, en termes de démocratie aujourd'hui, on n'évolue plus avec la démocratie optée
en 90, d'accord? Parce que depuis 2016, il y a un autre modèle démocratique que le président Patrice Talon a en train d'expérimenter. Donc, si c'est ça, alors là, on dit qu'on est toujours dans la démocratie. Avancer ou recul démocratique? On arrive à la même conclusion. Vous voulez parler, en fait, vous voulez... Vous voyez, Henri, il est arrivé à la même conclusion que moi, en fait. Et je vous l'ai dit, avancer ou recul démocratique, là. J'ai anticipé la question, en fait, avant même que la question n'arrive. Vous voulez apprécier l'avancée ou le recul démocratique par rapport à quoi? Si c'est par rapport à la façon de faire depuis 1990 jusqu'en 2016, vous pouvez vous-même tirer une conclusion. Mais en réalité, la réalité de laquelle nous sommes... Oui, la réalité de laquelle nous sommes... Et il vient de le dire. La réalité dans laquelle nous sommes depuis 2016, notre démocratie a évolué. Y compris même le fonctionnement de nos institutions. Je viens de le rappeler tout à l'heure. On a même créé de nouvelles institutions. Le Sénat aujourd'hui, c'est une institution qui n'est pas des moindres. Bien sûr, ça va commencer par fonctionner bientôt. Ça ne fonctionne pas encore, mais c'est une institution pas des moindres. Nous tous, nous avons lu quelles sont les attributions qu'on a dévolues. Ça va jouer le rôle de l'opposition? Non, je ne dis pas. Non, non, vous demandez. La question reste posée. Elle demande, s'il vous plaît, elle demande. Oui, je suis d'accord. Mais quand vous insistez sur la création de l'institution de c'est pour dire quoi? Vous voulez évaluer le recul ou l'avancée par rapport à quoi? C'est par rapport à la nouvelle donne que vous voulez. Si c'est par rapport à la nouvelle donne, on est dans le progrès. Ça confirme en fait qu'effectivement, on n'a pas besoin de faire... C'est une avancée selon vous? Oui, c'est une avancée parce que ça confirme qu'on n'a pas besoin de faire comme nos pratiques d'antan pour pouvoir obtenir les avancées et le développement, parce que nous sommes dans une démocratie de développement, on a dit maintenant. Et la réalité même dans le monde, dans l'univers, même les pères fondateurs de la chose démocratique, ils n'ont pas un modèle figé, ils n'ont pas un modèle qui ne bouge pas, ils n'ont pas un modèle inamovible. Il y a que en fonction des réalités de chaque époque, en fonction des besoins de chaque époque, il y a des glissements, il y a des progrès, il y a des ajustements. Et donc, nous sommes en train de faire des ajustements par rapport à notre fonctionnement démocratique. C'est une avancée. Et donc, il faut constater que c'est une avancée et il faut espérer que les acteurs politiques surtout soient à la hauteur, parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. Les acteurs politiques doivent intégrer, ils doivent comprendre en fait que nous ne sommes plus en train de faire comme on avait l'habitude de faire. Et donc, ils doivent non seulement se former en tant que leader pour les leaders, mais également outiller les militants à intégrer cette nouvelle réalité-là par rapport à la façon dont il faut voir et apprécier notre démocratie à l'aune de la rupture, du nouveau départ et tout ce qu'il est en train de nous laisser comme héritage en ce moment. Et donc, à partir de ce moment, parler de recul, il sera compliqué pour moi, personnellement, à partir de ce que j'ai pu observer, à partir de 2019, bien sûr, parce que, évidemment, le Parlement de 2015 a quelque peu accompagné le président Patrice Talon, c'est vrai, et Henri n'a pas tort en le disant, mais les vraies réformes, les réformes majeures sont intervenues avec le Parlement de 2019, et le Parlement de 2019, c'est celui que nous avons taxé de monocolore, de Parlement qui ne fait pas de débat de fond, de Parlement qui ne fait pas ceci, qui ne fait pas cela, mais ce sont les mêmes acteurs et les formations politiques qui sont nés, qui sont issus de ce Parlement et des réformes de ce Parlement-là, qui sont en train de disputer la place avec les autres acteurs sur le même terrain et ils sont en train de les battre à plate couture là en ce moment. Voilà. Autre sujet très rapidement, quelques minutes sur la CAN 2025. Le Sénégal affronte le Maroc en finale. Ah oui. Donc je donne la parole à Henri. D'accord. Bon, félicitations aux deux équipes. C'est vrai qu'on aurait aimé voir notre pays, le Bénin, à cette étape-là. Oui, bon, écoutez, je suis béninois quand même. Allez-y. C'est sans commentaire. On aurait aimé donc voir notre pays, le Bénin, à cette étape-là. Mais bon, c'est là que partie remise. Le Sénégal, oui, qui a fait un très bon match pour ce que j'ai suivi hier. Maroc, qui est pays organisateur, donc qui, de toutes les façons, aura un accompagnement terrible avec son peuple, aura également tous les atouts pour jouer cette finale. Eh bien, le Sénégal, qui plusieurs fois finaliste, champion de cette compétition, fera encore parler de lui. De toute façon, ce sera une très belle affiche. Une très belle affiche à suivre prochainement. Le Sénégal compte sur Sadio Mané qui visiblement encore le vent en poupe pour dérouler la bande. Et de l'autre côté, le Maroc qui aussi a certainement des atouts incontournables pour jouer cette finale-là.
c'est que il faut s'attendre à tout pour cette finale-là. Voilà. Alors, vous soutenez quelle équipe? Le C. Vous voulez parler de Sénégal? Alors, que le meilleur gagne, tout simplement. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, parce que là, on est en foot. Vous voyez, le Sénégal a plusieurs atouts. Le Sénégal a plusieurs fois champion. Le Sénégal, avec tous ces joueurs qui évoluent dans des compétitions internationales, tous ces joueurs qui évoluent donc à l'extérieur également, qui ont des expériences, il faut le dire, peuvent influencer donc le jeu lors de la finale. Le Sénégal peut-être peut remporter le Graal prochainement, mais il faut compter également avec cette formation du Maroc qui également a envie donc de conserver la coupe, qui a envie de donner du bonheur à son peuple également. Donc le jeu est ouvert. Alors, est-ce que le Maroc, en tant que pays organisateur, a des atouts? Oui, je parle d'abord du public, le deuxième joueur qui va influencer énormément. Énormément. Vous savez, c'est pour le pays, c'est arriver à cette étape-là, c'est déjà bien fait, parce que vous avez, avec tout ce qu'ils ont engrangé comme ressources pour la construction des stades, avec tout ce qu'ils ont fait, si le pays organisateur arrivait à remporter cette coupe, ce sera que ce qui leur a rendu. Mais il faut compter avec le Sénégal également. Moïse Novillon. Oui, à la suite de Henri, bien sûr, je félicite... On souhaitait le Nigeria à la place du Maroc aujourd'hui. Voilà. Et mardi, j'allais dire. Bien sûr, oui. Et même hier, on est revenu sur cette actualité-là. On a souhaité que ce soit effectivement exclusivement les pays de l'Afrique de l'Ouest qui puissent diviser et qui puissent disputer, voilà, j'y arrive, la finale de la compétition pour que d'office, on ramène la coupe en Afrique de l'Ouest. Mais là, l'Afrique de l'Ouest va devoir disputer le trophée avec le Maghreb, avec un représentant du Maghreb et notamment le pays organisateur, le Maroc. On savait déjà quand même que le Maroc est une très grande équipe et que le Maroc a montré un très bon visage également le long du tournoi. Il y a peut-être des choses à redire au niveau de l'arbitrage. Certains téléspectateurs, certains footeux ont mis un peu l'accent sur cela, mais il ne faut pas quand même dénier à cette équipe quand même que c'est une très grande équipe, c'est une très bonne équipe qui a de joueurs très talentueux, de très grands joueurs et qui joue également à un territoire bien maîtrisé, c'est le pays organisateur et donc le Maroc est parvenu à contrecarrer les plans du Nigeria pour se hisser en finale et ça va être véritablement très difficile pour les coéquipiers de Sadio Mané, c'est-à-dire le Sénégal, de pouvoir les défier et de s'en sortir victorieux. Et je pense que toutes les équipes vont laisser forcément de plumes, mais davantage et encore plus le Sénégal parce que c'est le pays organisateur qui en finale, Henri le soulignait tout à l'heure, ils ont déjà le soutien du public, ils ont également l'appui, la maîtrise du terrain, surtout, ils ont la maîtrise du terrain, ils avaient déjà l'habitude d'exploiter les installations qui sont là et ils ont également la possibilité d'avoir, en tant que pays organisateur, un certain nombre de faveurs, comme on a pu l'observer. Je ne veux pas être mauvais perdant, mais on a quand même observé que ça a été un tout petit peu, l'arbitrage a été un tout petit peu en leur faveur. On a déjà observé ça par le passé, que les pays organisateurs puissent jouir d'un peu de faveur de la part des officiels, mais ça se terre quand même un peu plus aux yeux et donc ils vont pouvoir peut-être bénéficier de toutes ces réalités-là. Le Sénégal va devoir aller chercher, bien sûr, plus dans ces tripes, dans ces réserves pour pouvoir en arriver à bout du Maroc. Mais le Maroc n'est pas imprenable pour le Sénégal parce que c'est quand même 3 fois sur les 4 dernières éditions
que le Sénégal est en train de se hisser à ce niveau-là de la compétition, ça veut dire que c'est une très grande équipe aussi. Et les joueurs sénégalais, on les connaît autant qu'on connaît également l'effectif du Maroc. Ce sont des vedettes, des stars qui jouent dans de très grands championnats, des championnats très relevés en Europe. Sadio Mané, par exemple, il est coéquipier d'un certain Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs de tous les temps de ce sport. Et donc, le Sénégal a les atouts, a les moyens en réalité d'aller chercher une finale et une victoire en finale face au Maroc. Reste à ce que le coach, le sélectionneur puisse trouver les stratégies, les plans nécessaires pour pouvoir contrecarrer l'ogre du Maroc, voilà. Donc j'y arrive. Donc ça ne va pas être une mince affaire, pronostic, mais quand même c'est déjà possible. Ce sera un grand jeu forcément. Forcément, oui, c'est quand même possible pour le Sénégal d'aller nous ramener cela en Afrique de l'Ouest pour que ce soit effectivement deuxième étoile sur son maillot. Pronostic, moi je vais donner peut-être un peu comme ce qui s'est passé hier, match nul jusqu'à la fin avec de prolongation et peut-être le sort va être scellé, va se décider finalement dans les tirs au but comme cela s'est passé hier et ça va être en faveur du Sénégal. Henri, pronostic? Quand on sait que l'expérience des joueurs seront déterminantes et on fait 1-1 et passer au tir au but. Voilà. Donc on verra. Je pense que... Moi je m'abstiens toujours. Hein. Il y a eu un prophète qui a annoncé quand même... hier sur le plateau, il y avait eu Hugues Zogo que je salue au passage, qui avait annoncé, je pense que... tout en prophète que le Sénégal devrait l'emporter sur le score de 1-0. Je pense que c'est sur le Maroc qu'il s'est la confrontation Nigeria-Maroc qui s'est loupé, mais sur la confrontation Sénégal-Égypte, il avait vu juste, si j'ai bonne mémoire. Je pense qu'il a vu juste dans l'un des deux matchs quand même, il a vu juste quelque part. Et donc on va espérer que cette fois-ci, quelqu'un puisse soutenir le Sénégal. Moi je dis, ça va. Voilà. Le Maroc va remporter cette transaction. Et voilà, donc c'est bien nuancé cette fois-ci. Pourquoi le pays organisateur gagne souvent les matchs? Ce n'est pas toujours le cas, mais majoritairement, oui, c'est ce qu'on constate. Ce n'est pas toujours le cas, mais de plus en plus. Oui, les pays organisateurs. Parce que quand vous organisez, vous devez, comme il a dit, il faut mettre certains atouts de votre côté. Avoir une bonne équipe, il ne faut pas faire perdre figure. Vous n'allez pas organiser une compétition sortir. Par exemple, non. C'est humiliant. J'espère que à chaque fois, c'est un mérite. Hein. Oui, c'est un mérite. Mais surtout, pour pouvoir sortir, par exemple, à ce niveau de la compétition, il faut quand même dire que c'est véritablement un mérite. Mais surtout, je pense qu'il y a quand même que les institutions, les structures en charge du foot, bien sûr, sur le continent ou bien à l'international, ils font quand même le jeu de permettre à certaines... Je suppute là... le cas de la Côte d'Ivoire. Oui, voilà. Parce qu'en réalité, ce qu'on a observé, c'est que quand le pays organisateur sort très tôt de la compétition, il n'y a plus d'affluence dans les stades, il n'y a plus d'intérêt au niveau de la population locale. Et cela déteint sur la qualité de l'organisation. Voilà, et le reste. Voilà. Donc, effectivement, il y a un peu d'effort qui est fait, effectivement, pour soutenir le pays. Et c'est beaucoup de moyens. Organiser une compétition de cette envergure-là, c'est beaucoup de ressources. On parle de plus de 250 milliards, si je ne me trompe pas, par rapport à ce qui se passe en ce moment au Maroc. C'est beaucoup d'argent. Donc, il ne faut pas quand même brimer, léser comme ça celui qui sort le chéquier, comme ça, avec une telle facilité. Et donc, je pense que, comme on dit chez nous en Fongwe, on regarde le noir et on trace du blanc dedans parfois. Voilà, pour que la chose, on joue l'utile à l'agréable, comme on dit, quoi, pour que ce soit un peu plus agréable et élégant à voir dans certains cas. Voilà.